Bonjour à tous, bienvenue sur notre webinaire qui est dédié à l'investissement immobilier. Je suis conseillère en gestion de patrimoine au sein du cabinet Massalia Finance et particulièrement intéressée au sujet de l'investissement immobilier qui sont l'un des sujets préférés de nos clients et qui sont en général très à la mode en ce moment, d'une part par l'effet refuge de la pierre et d'autre part parce que ça reste un investissement qui sécurise énormément nos clients et qui vient en complément d'une stratégie que l'on pourrait mettre en place pour une construction de patrimoine. Avant de prendre la parole et de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous présenter, ou je vais laisser plutôt se présenter Thierry Delgado, qui est notre partenaire principal pour l'investissement immobilier, l'un de nos partenaires référents au cabinet et qui travaille pour le groupe CIR. Thierry, je vous laisse vous présenter en quelques mots. Très bien, merci effectivement de m'accueillir, Sophie, au sein du cabinet Massalia. Effectivement, j'accompagne les partenaires conseillers en gestion de patrimoine au niveau du groupe CIR, tout simplement. Et puis, effectivement, l'accompagnement consiste à présenter notre offre, à accompagner les partenaires, les clients, dans un investissement immobilier qui est un petit peu particulier, puisqu'on est dans des investissements de niche à vocation défiscalisante. Et patrimoniale. Et patrimoniale, bien évidemment. Oui, c'est vrai qu'on tenait à faire ce webinaire sur l'investissement immobilier parce que Thierry, en fait, souvent nos clients nous interrogent sur la rentabilité de leurs investissements immobiliers. En effet, la fiscalité est un sujet à prendre en considération puisqu'elle devient de plus en plus confiscatoire sur de nombreux investissements immobiliers que l'on détient depuis un certain nombre d'années. Donc, il ne faut pas oublier que la fiscalité des revenus fonciers supporte la tranche marginale d'imposition, mais aussi les prélèvements sociaux, voire l'IFI dans certains cas, et à la fin, en cas de revente, une plus-value, bien entendu, qui sera acquittée. Par rapport à ça, nous avons retenu des investissements qui sont à forte valeur, on va dire, ajoutée en termes d'immobilier, et aussi des dispositifs qui soient puissants fiscalement, pour que justement nous puissions allier qualité de l'investissement, fiscalité attrayante et justement pouvoir gommer cette fiscalité confiscatoire, mais aussi nous souhaitons une qualité et une sécurité pour nos clients. Et c'est pour ça que je voudrais qu'on parle en quelques mots peut-être du marché dans un premier temps, puisque c'est quand même un contexte important, et puis aussi peut-être du groupe CIR qui est quand même notre partenaire aujourd'hui pour cette présentation. Très bien, merci Sophie. Effectivement, le marché, on est face à un marché actuellement dynamique, puisque malgré la situation sanitaire qui nous a occupé cette dernière année et qui nous occupe toujours actuellement, nous avons effectivement un marché qui s'est maintenu de façon assez spectaculaire, puisque 2020 a été l'objet d'un nombre de transactions assez important. On est sur un niveau de 980 000 transactions pour des historiques où on était à 1 million. Et sachant qu'effectivement, on n'a pas pu avoir une activité constante sur toute l'année. Ce qu'il faut retenir de cette analyse-là, c'est surtout le regard de l'investisseur, notamment sur l'immobilier résidentiel, qui est aujourd'hui en tout cas mise en lumière, puisque quand on interroge les investisseurs, ça reste pour 82% d'entre eux en tout cas le placement le plus attractif aujourd'hui en termes de valeur refuge, en termes de sécurisation. Et donc clairement, il faut effectivement tenir compte de ce regard-là qui doit nous permettre d'avoir quelques indicateurs aussi plutôt dynamiques, en tout cas sur ce regard de cette nouvelle année. Ce qu'il faut retenir également, c'est qu'on s'attendait à une année difficile, avec des prix immobiliers qui allaient probablement soit être ISO, soit se tendre un petit peu. Or, il n'en a été rien, puisque effectivement, on a eu une année dont les indices ont progressé, puisqu'on a observé un prix de l'immobilier qui a progressé de 4% en moyenne, avec effectivement des appartements qui ont un peu plus performé. On est sur des niveaux de lecture autour de 5%, les maisons un petit peu moins, mais sur le plan national, on est effectivement sur une évolution des prix de l'ordre de 4%. Alors tout ce contexte-là, bien sûr, est favorable, a été aussi porté par
un appel au financement qui était extrêmement attractif, puisqu'on est sur des niveaux de financement aujourd'hui avec des taux d'intérêt qui sont très bas, puisqu'on est de l'ordre de 1 à 1,20 sur les financements, plutôt avec des temps longs. Donc voilà le contexte marché qui nous laisse présager en tout cas une belle année à venir. En tout cas sur 2021, puisque la notion de valeur refuge reste très importante et la notion effectivement d'investissement immobilier, particulièrement sur l'immobilier résidentiel, va rester au cœur des préoccupations des investisseurs cette année. Et c'est vrai, je voulais juste ajouter un élément sur les taux d'intérêt. C'est vrai que ça soutient le marché immobilier d'une part, mais dans un contexte de construction patrimoniale pour une clientèle qui est plutôt jeune, on va dire qu'il y a plutôt la trentaine, l'investissement immobilier que l'on va vous présenter, des types que l'on va vous présenter, est particulièrement intéressant puisque bien entendu, on peut avoir recours au crédit. Alors qu'aujourd'hui, les banquiers ne prêtent que si on peut prendre une garantie, c'est-à-dire avoir un bien réel. D'où l'intérêt d'avoir recours à ces investissements immobiliers quand on est plutôt en construction de patrimoine ou lorsqu'on veut diminuer sa fiscalité, puisque justement les taux d'intérêt sont bas, on peut construire son patrimoine et on est aidé par la banque justement parce qu'elle va nous prêter pour réaliser notre investissement. Tout à fait. Important aussi peut-être d'expliquer, donc le contexte est favorable, mais il est important d'expliquer pourquoi on a retenu le groupe CIR. C'est pour ça que je voudrais que vous puissiez présenter en quelques mots le groupe, depuis quand il existe. Donc ça fait une quinzaine d'années qu'on travaille avec le groupe CIR. Et on a retenu le groupe CIR parce qu'on veut vraiment entourer nos clients d'une qualité et d'une sécurité qui soit très importante. En termes de conseils et d'analyse fiscale, on s'en remet à nous puisqu'on sait faire ce genre de choses. Et en revanche, on a besoin d'un opérateur immobilier qui soit solide, qui soit reconnu, qui fasse de la belle prestation et qui entoure l'investissement de notre client de toute la sécurité possible. Et c'est pour ça que c'est vrai qu'on travaille avec vous, puisque vous êtes quand même, vous avez tous les critères que l'on souhaitait avoir pour nos clients. Je vais vous laisser peut-être les présenter plus précisément, Thierry. Oui, mais écoutez, en tout cas, nous sommes ravis de travailler effectivement et de vous accompagner, bien évidemment. Nous sommes un groupe qui existe depuis maintenant 33 ans. On est une entreprise générale du bâtiment. Alors, c'est important parce qu'on va parler de dispositifs un peu particuliers qui se basent essentiellement sur de la réhabilitation d'immeubles de cœur de ville. On va en parler. Cette réhabilitation, elle génère des travaux. Ces travaux-là vont générer en fait des effets fiscaux, quels que soient les dispositifs que nous allons effectivement aborder. On va en parler, je pense, dans quelques instants. Ce qui est important, c'est que effectivement, quand on s'adresse à de l'investissement immobilier, c'est d'être accompagné par des opérateurs qui soient effectivement solides et qui sont en capacité d'accompagner vos clients en toute sécurité. Alors c'est vrai qu'on a une longue expérience. Nous avons réalisé un peu plus de 1200 immeubles sur l'ensemble du territoire et on travaille sur tout le territoire avec un certain nombre d'artisans spécialisés issus du compagnonnage pour nombre d'entre eux. Et puis aussi vous dire qu'actuellement sur le territoire, nous gérons un peu plus de 116 chantiers, donc, ce qui est une démonstration en quelque sorte aussi de toute la dispositif logistique que nous mettons en place pour suivre nos chantiers et toute la dimension de l'opérateur que vous avez effectivement à ce jour. Ce qui est important peut-être, c'est de comprendre qu'avant de parler de dispositifs, nous soyons amenés aussi à parler peut-être d'immobilier, parce qu'en quelque sorte, je dirais qu'on ne peut pas dissocier les deux et se contenter seulement d'un dispositif. Au contraire. Voilà. Et donc, je pense que c'est important de vous exprimer effectivement ce que nous, on entend par immobilier d'investissement, à quoi ça obéit et véritablement cette notion de création de valeur pour nos investisseurs, pour nos partenaires, bien entendu. Alors, groupe CIR, en quelques mots, on a, malgré une année difficile sur le plan sanitaire, nous avons réalisé 36 livraisons cette année sur l'ensemble du territoire, puisque nous travaillons effectivement sur l'ensemble du territoire avec un certain nombre de villes que vous pouvez identifier, des villes de ce qu'on appelle des villes prestige, des villes connectées et des villes un peu pépites qu'on met aussi en lumière à travers nos livraisons et nos réalisations. Alors effectivement, les mots-clés du groupe, c'est véritablement la création de valeur qui passe par un chemin qui est toujours un chemin un peu délicat, mais sur lequel on a un certain nombre de croyances.
Les croyances, c'est d'abord effectivement d'avoir une ville qui a du sens, hein, sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan de son évolution urbanistique également. C'est se dire, ça obéit aussi dans l'investissement immobilier à un emplacement et ça obéit aussi à un immeuble un peu particulier. Et donc ce chemin, on le vit tous les jours, hein, puisque quand on travaille sur une ville, eh bien effectivement, on va décortiquer ces indicateurs, la pertinence en fait d'aller se positionner sur cette ville. Et puis derrière, dans cette ville-là, eh bien, on va travailler essentiellement sur du cœur de ville. Pourquoi? Parce que c'est là où on va retrouver des actifs rares, c'est là où aussi on a des emplacements un peu stratégiques. Hein. Une ville, par exemple, comme Nîmes, sur lequel nous travaillons régulièrement, nous travaillons sur l'écusson, on a dû réaliser 13 immeubles, des 14 immeubles qui entourent les arènes. J'espère que cette année, nous lancerons le 14e et dernier immeuble qui sera effectivement en face des arènes, mais c'est aussi Aix-en-Provence en face de l'hôtel de ville, c'est aussi Bordeaux-Sainte-Catherine, c'est aussi Versailles, place du Marché. Voilà, donc ça va être ce type d'emplacement très stratégique, très rare et qui va participer en tous les cas à la valeur refuge de notre bien immobilier. Et c'est vrai que c'est une des notions que nous partageons au cabinet avec le groupe CIR, puisque souvent, nos clients, vous qui nous écoutez, vous essayez de nous faire comprendre que finalement, votre première motivation, c'est la fiscalité. Et c'est vrai que pour nous, il ne faut pas oublier qu'un investissement immobilier, ça reste un actif réel qui est implanté dans une géographie particulière et que c'est finalement le choix pertinent de cette géographie qui va déterminer la réussite de cet investissement immobilier. Pardon de nous avoir coupé, Thierry. Non, en tout cas, ça va très important à souligner. Bien évidemment, à cette notion de valeur refuge, à cette notion de création de valeur, hein, qui est effectivement importante. Et puis, surtout au niveau du groupe, on va s'intéresser à des immeubles plutôt à dimension humaine, puisqu'on va avoir des immeubles avec un nombre d'appartements entre globalement 6 appartements, jusqu'à une vingtaine d'appartements. Hein. Donc, ce qui fait qu'on ne va pas déstabiliser le marché sur le plan locatif, on ne va pas déstabiliser le marché sur le plan de la revente. Hein. Donc, c'est effectivement très structurant. Et puis derrière, on a aussi un immeuble qui va faire preuve d'un langage architectural particulier, atypique et unique. Donc, on va effectivement, encore une fois, dans ce chemin de la création de valeur, participer à travers cet indicateur supplémentaire à cette notion de valeur refuge. Et puis, sur ces immeubles, bien entendu, puisqu'on va le voir, mais la notion de travaux de réhabilitation est une notion importante, puisque effectivement, il y a l'aspect technique de la réhabilitation, mais aussi c'est un élément qui va participer, bien entendu, à l'effet fiscal derrière des investisseurs. C'est important, c'est que dans l'investissement que va réaliser un investisseur, globalement, nous avons 70% de travaux qui sont affectés à l'investissement à proprement parler. Et dans ces 70% de travaux, on va avoir une répartition qui est de 60% pour les parties privatives, donc l'appartement en tant que tel qui va être effectivement réhabilité, et puis on va avoir 40% qui vont être dédiés aux parties communes. Qu'est-ce que c'est que les parties communes? C'est les façades, c'est la toiture, c'est les cages d'escalier. On va parfois même jusqu'à installer un ascenseur dans l'immeuble. Et effectivement, on va remettre l'immeuble à neuf. Et cet immeuble, il va être livré au client avec une décennale et une dommage ouvrage. Très important. Alors, effectivement, je vous propose de vivre quelques réalisations. Le tout, c'est de comprendre de quoi on parle quand on parle effectivement de réhabilitation et qu'on parle de parties communes. Nous avons un exemple de l'hôtel Rimbaud à Tours, où effectivement, on a des extérieurs, on a des constructions qui se sont empilées au fur et à mesure du temps, notamment au dernier étage, comme on peut le constater. Et puis, bien évidemment, le tout, c'est de restituer un bâti qui, effectivement, derrière, va revivre à l'image de ce qu'il était à l'origine, avec tout le confort qu'on va apporter, confort moderne, effectivement, sur ces édifices-là. Il faut bien comprendre que nous sommes dans un cœur de ville, d'une ville comme Tours, par exemple,
nous sommes dans un milieu qui finalement est hostile aux travaux. On ne peut pas mettre de grue, on ne peut pas effectivement s'étaler sur le chantier. Donc comprenez qu'effectivement on est dans quelque chose de délicat en termes d'intervention. Et puis on est forcément dans une intervention où on va avoir des relations aussi avec des autorités locales, hein, qui sont les architectes des bâtiments de France, qui vont nous imposer un certain nombre de choses. On va travailler avec les services de l'urbanisme de la ville, avec les affaires culturelles. Donc, ces éléments vont aussi créer une certaine difficulté dans la réhabilitation qu'on peut avoir de nos immeubles et en même temps, effectivement, une forme de protection, hein, je dirais, vis-à-vis de l'investisseur qui sera assuré d'avoir une qualité, effectivement, et un suivi important dans la réhabilitation des immeubles. Donc, c'est important de comprendre qu'un immeuble qui, effectivement, est extrêmement anodin, abîmé d'une façon générale, va revivre et va transformer aussi la rue, puisque souvent, de façon concomitante, la ville aussi intervient au même moment, par exemple, notamment pour ramener des réseaux à neuf. Et nous, on va bien sûr en profiter pour se brancher dessus et réaliser les travaux, je dirais, de connexion, si j'ose dire, que ce soit les réseaux, les arrêts d'eau, les évacuations et autres, avec la ville. C'est important, j'aime beaucoup moi ces diapositives avant-après, et c'est vrai que souvent je le fais pour mes clients, Thierry, mais j'apprécie que vous les ayez apportés parce que je trouve que c'est très important de comprendre pourquoi finalement on a cette enveloppe travaux qui va nous permettre in fine de la défiscalisation, mais on n'achète pas un immeuble anodin et neuf et on va dire un petit peu banal. On achète vraiment un immeuble qui a une qualité architecturale qui est remis au goût du jour avec finalement tout le confort moderne. On peut avoir un ascenseur, on a un visiophone, mais dans un immeuble qui a quand même un attrait et qui ne va pas créer des logements là où il n'y en avait pas. Donc, il ne déséquilibre pas le marché. Donc, tout ça, c'est très, très important pour justement l'attrait après locatif aussi du bien. Très bien, c'est sûr. Effectivement, vous avez entièrement raison de le souligner. On va soigner aussi les espaces extérieurs, hein, voilà. Que ce soit effectivement les parcs, la mise en lumière de l'immeuble, les abords. Donc, les abords, c'est extrêmement important et fait partie. Ces éléments font partie de la signature effectivement du groupe SIA. Derrière, bien évidemment, les appartements en tant que tels, alors on a effectivement à l'image un appartement qui est très dégradé. Ce qui est important, c'est qu'on va livrer un appartement qui va être prêt à louer avec… c'est important de dire que c'est le même, parce que parfois ça peut être peut-être mal pas considéré, mais la photo que vous avez vue avant, c'est exactement le même appartement là. Absolument. Donc voilà. On va reprendre effectivement je dirais l'intérieur avec du parquet, avec une mise en couleur, avec les lumières qui vont être installées, avec une cuisine équipée, un meuble haut, meuble bas, une plaque vitrocéramique, une hotte aspirante, un plan de travail en granit avec l'évier qui va être collé par en dessous, un visiophone, une gestion de température ambiante de l'ensemble de l'appartement. Donc vous voyez qu'effectivement on va apporter un certain nombre de prestations qui vont permettre en tout cas une entrée rapide sur le plan locatif. Donc ça représente 60% de cette fameuse partie de travaux, si vous voulez. Donc c'est important de le considérer et d'en prendre bien évidemment compte, sachant que chaque appartement est unique et donc on va adapter une cuisine équipée qui va être unique à chaque appartement, au même titre qu'on va l'équiper de salle de bain. On va le voir par douche, le sèche-serviette. On va équiper l'appartement également de placards qui vont être réalisés sur mesure pour chaque appartement, puisque, encore une fois, chaque appartement est différent. On n'est pas dans un modèle standardisé. Hein. Donc, c'est important, effectivement, de parcourir ces aspects-là. Et donc, ce qui fait que votre appartement est unique, il ne ressemble à aucun autre. Votre immeuble est unique, il ne ressemblera à aucun autre de la même façon. Donc, c'est ce qui participe aussi à cette notion de valeur refuge, de valeur de résistance sur nos immobiliers. Et d'attractivité locative, puisque pas plus tard que la semaine dernière, j'ai été à la livraison d'un bien à Marseille pour l'un de mes clients qui aujourd'hui est déjà loué. Donc c'est vrai que finalement, quand on a un bien un petit peu, pas comme les autres, on va dire, on arrive finalement à attirer une clientèle rapidement et une clientèle intéressante. Tout à fait. Et puis notre clientèle, elle est déjà sur place puisqu'elle est dans l'environnement immédiat de l'immeuble.
et effectivement, on y reviendra. Oui. Mais bien entendu, quand vous avez un immeuble neuf avec le confort d'aujourd'hui, qui effectivement resplendit dans un quartier où il y a déjà un niveau locatif important, bien forcément, vous allez aspirer, si j'ose dire, toute la population qui est déjà en place. Donc, le label CIR, c'est effectivement des portes moulurées, c'est un visiophone, c'est des intérieurs décorés, des intérieurs mis en couleur, c'est, je dirais, de l'équipement, hein, avec la cuisine équipée, avec les placards, la salle de bain, voilà, qui vont effectivement être dans une situation où on va louer assez rapidement. Alors, on va peut-être passer directement au dispositif, si vous voulez bien, puisque c'est vrai que finalement, tous ces biens immobiliers nous ramènent un petit peu au but en général premier de nos clients, à savoir, je vais construire mon patrimoine, mais je ne veux pas supporter une fiscalité qui soit lourde. Donc, par rapport à ça, tous ces travaux, en fait, répondent à un objectif, bien entendu. D'une part, la rénovation, d'autre part, la valorisation du bien. Mais bien entendu, ces travaux vont nous servir à finalement diminuer la fiscalité de nos clients, donc soit sur le revenu professionnel existant, soit sur les revenus fonciers à venir. Et par rapport à ça, on utilise donc ces 3 dispositifs de niche qui sont l'investissement loi Malraux, l'investissement en déficit foncier, alors qui n'est pas une loi particulière, je tiens à le dire, hein, puisque c'est le Code général des impôts et de façon générale, les travaux relatifs à de l'amélioration d'un bâti qui est destiné à la location sont déductibles de ces revenus. Et un troisième dispositif que nous utilisons fréquemment, ou du moins un peu moins fréquemment que le déficit foncier, parce qu'il est bien entendu beaucoup plus rare, c'est le monument historique, qui lui, finalement, si je puis dire, si vous pouvez me permettre l'expression, c'est un super déficit foncier, puisque d'une part, il va travailler les revenus fonciers, mais d'autre part, il va aller s'imputer directement sur les revenus de nos clients. Donc peut-être qu'on pourrait faire un focus là-dessus, Thierry. Très bien, vous avez effectivement fait la transition, une transition intéressante. Je voulais partager simplement une petite enquête Oui. qui est assez intéressante, parce qu'effectivement, on a parlé de l'immobilier d'une façon générale. Alors c'est vrai que nos clients viennent aux livraisons. Hein, Oui. On est à 72% des clients qui viennent aux livraisons, donc c'est important cette relation avec son investissement immobilier. On a une note moyenne pour la qualité de la livraison et de la journée qui est proche de 5, on est à 4,5 sur 5. Et puis, la perception des travaux également est très importante pour nous. Et puis, surtout, on s'aperçoit qu'effectivement, les clients ont envie de revenir, hein, ils réinvestissent pour 93% d'entre eux, ou en tout cas, ils nous recommandent auprès de leur entourage. Quand bien même on a tous ces indicateurs, vous l'avez dit, le premier critère, c'est quand même la fiscalité, c'est-à-dire comment quand même je peux optimiser la fiscalité. Donc, je vous propose effectivement de faire un point sur ces aspects-là. Donc, vous avez évoqué 3 dispositifs, qui sont des dispositifs de niche, le dispositif Malraux, le déficit foncier et le monument historique. Alors, si on regarde, on est sur des dispositifs, déjà, première remarque, qui effectivement ne sont pas soumis au plafonnement global des niches fiscales. Donc ça, c'est un premier point. Le Malraux, on va plutôt avoir des personnes qui sont des cadres, des professions libérales, qui effectivement ont un impôt sur le revenu qui va être supérieur à 7 000 à 8 000 euros d'impôt et sur lequel on va pouvoir donc impacter, vous allez voir de quelle manière on va pouvoir effectivement traiter la fiscalité de façon assez importante. On n'est pas lié à ce qu'on appelle la tranche marginale d'imposition, hein, on attaque vraiment l'impôt en direct. Et puis, on a un avantage fiscal immédiat. Hein, souvent, on a des clients dans les relations que vous avez qui vous demandent d'avoir un impact immédiat parce qu'il y a une forme d'urgence fiscale. Eh bien, sachez que ce dispositif-là permet effectivement de traiter immédiatement, je dirais, la fiscalité de vos clients. Oui, parce qu'en fait, c'est une réduction d'impôt. La loi Malraux, ça vient pas amoindrir le niveau de revenu des clients, mais ça vient finalement se répercuter sur l'impôt à payer. Tout à fait. Absolument. Un petit peu comme, si je peux prendre un exemple, une aide à domicile. Oui, par exemple. Voilà. Absolument. Ensuite, vous avez effectivement soulevé le déficit foncier, qui est un régime de droit commun. Ça s'adresse à de l'investisseur immobilier qui est déjà dans l'immobilier, qui a déjà des revenus fonciers, hein,
qui sont au-delà de 7, 8, 9, 10 000 euros de revenus fonciers, et qui, lui, est impacté à la fois par ce qu'on appelle la tranche marginale d'imposition, hein, donc c'est important, 30, 41, 45, donc c'est une fiscalité qui est déjà importante. Et puis derrière, on va avoir une autre fiscalité qui va se rajouter, qui sont effectivement des fiscalités liées aux prélèvements sociaux, donc les fameux 17.2 de CSG RDS. Et donc, les deux fiscalités se cumulent. Alors, quand vous êtes à 30%, vous avez 10 000 euros de revenus fonciers, par exemple, eh bien, 30 plus 17,2, on est à 47,2, c'est-à-dire que vous avez quasiment la moitié de vos revenus fonciers qui sont impactés par la fiscalité. Exactement. Et effectivement, ça dépasse 50% pour les tranches qui sont à 41 ou à 45. Alors, on dit qu'on a un impact sur la trésorerie. Pourquoi? Parce qu'on peut, dans le courant de l'année, quand on investit dans le déficit foncier, moduler ces prélèvements, notamment immédiatement. Hein, vous allez sur impôt.gouv, et quand vous savez qu'effectivement, vous avez un impact immédiat sur vos revenus fonciers, eh bien, vous allez pouvoir moduler, au même titre d'ailleurs que le dispositif lié au monument historique, qui va s'adresser plutôt à des chefs d'entreprise, cadres supérieurs, qui ont des grands revenus, ou des personnes qui ont des pics de revenus. Une année, j'ai un revenu exceptionnel, j'ai un bonus, eh bien, effectivement, ça va me faire passer de tranche, où je suis dans une tranche déjà un petit peu élevée, et là, je vais accentuer, en fait, mon prélèvement, et donc, on va s'intéresser plutôt à ce dispositif-là, qui va concerner des personnes qui ont des tranches fiscales de 41 ou de 45. Et on va moduler. Hein, pourquoi sur mesure? Parce qu'effectivement, on s'aperçoit, on l'a eu d'ailleurs l'année dernière, 60% de nos investisseurs sur ce levier fiscal ont déclenché les travaux sur une année. Donc on peut le faire. Et en faisant sur une année, en fait, ils ont gommé la fiscalité qui était induite par leur bonus. Hein. Donc ça reste effectivement... Mais c'est important de souligner que finalement, maintenant, avec le site que je trouve assez bien fait de impôt.gouv.fr et du module de pilotage finalement du prélèvement d'impôts, on arrive à avoir un impact de trésorerie très rapide dès lors qu'on sait manipuler avec précaution, bien entendu, tous ces éléments, et dès lors qu'on a vraiment acté finalement l'investissement de façon complètement certaine. Donc, c'est vrai que ça, on vous accompagne très facilement, mais c'est important. Donc, on va faire un petit focus sur la loi Malraux, si vous voulez bien, qui donc s'adresse uniquement à des biens immobiliers qui sont dans des zones particulières. Donc, ça, je voudrais que vous en disiez quelques mots. Alors, qui sont des zones effectivement sauvegardées, qui sont des zones patrimoniales. Aujourd'hui, sur l'ensemble du territoire, nous avons 36 000 communes, vous avez 100 villes sur le territoire qui ont effectivement un secteur sauvegardé. Et sur lequel nous pouvons, bien entendu, nous déployer avec un régime Malraux. Hein, donc ça, il faut en tenir compte, bien évidemment. Alors, on est sur un dispositif qui est hors plafonnement des niches fiscales. On a une réduction d'impôt qui est de 30% du montant des travaux. Donc, vous voyez, la liaison des travaux est assez intéressante puisque, effectivement, on a un immobilier, on le réhabilite, on génère des travaux et ces travaux-là vont nous permettre d'avoir un effet fiscal qui est de 30%. Alors, on est limité en travaux puisqu'on est plafonné à 400 000 euros sur les 4 années, ce qui nous amène quand même une réduction globale de 120 000 euros quand on cumule effectivement l'impact fiscal. Si on a une année des travaux qui ont généré un impact fiscal supérieur à l'impôt du client, eh bien la partie supérieure n'est pas perdue puisqu'elle est reportable 3 années. Et puis, on a un engagement locatif, comme d'autres dispositifs, qui est de 9 ans. Hein. Donc, pendant 9 ans, vous allez louer, effectivement, dans le cadre d'une résidence principale pour le locataire. C'est l'engagement que nous avons dans ce dispositif-là. Et donc, comme je vous le disais, on va effectivement s'intéresser plutôt à des investisseurs qui ont un peu plus de 8 000 euros de fiscalité. Alors, comment ça fonctionne? Eh bien, nous sommes en 2021, par exemple. On achète un bien immobilier, on va acter, et derrière, on va générer des travaux. Donc, on va avoir ce qu'on appelle un appel de fonds de travaux. Hein. On va vous dire, ben voilà, vous allez payer une cote par travaux. Cette cote par travaux va permettre de générer déjà un effet fiscal. Donc, dans l'exemple, on a 100 000 euros de travaux au titre de 2021. Au mois de mai de l'année prochaine, on fait sa déclaration fiscale. On dit à l'État, ben voilà, j'ai fait un dispositif Malraux, j'ai déclenché 100 000 euros de travaux. À partir de là, l'État en prend connaissance et fait ce qu'on appelle une
de l'impôt et en fait vous restitue, si vous voulez, l'avantage fiscal au mois de septembre. Donc ça, par contre, Thierry, vous me confirmez que, bien entendu, ça ne vient pas sur l'année fiscale contemporaine, on va dire. C'est-à-dire que si on dépense les travaux en 2021, on aura l'effet fiscal qu'en 2022. Alors en fait, c'est effectivement sur les revenus 2021, bien évidemment. Et comme il y a ce décalage d'un an. Mais comme il y a ce décalage sur le plan déclaratif, eh bien effectivement, vous en aurez, sur le plan de la trésorerie, si vous voulez, vous ne toucherez votre réduction fiscale qu'en septembre suivant. C'est bien la différence en fait entre la loi Malraux finalement, qui est une réduction, comme je le disais en préalable, à la différence finalement du déficit foncier ou du monument historique dont on va parler, qui sont eux par contre directement peuvent impacter l'impôt de l'année en cours. Sur le plan de la trésorerie. C'est-à-dire qu'en fait, on impacte effectivement au titre de 2021 de la même façon, à la seule différence près, c'est qu'on peut moduler en fait, puisqu'on est dans un dispositif qui va toucher en fait la masse de revenus de l'investisseur. Exactement. Tout simplement. Alors effectivement, on va être donc sur un dispositif VIR, donc de vente d'immeubles à rénover, qui va permettre une sécurisation de l'investisseur sur le plan d'investissement, mais on y reviendra bien évidemment. Un petit exemple pour illustrer mon propos. On a un investissement de 200 000 euros dans lequel nous avons 150 000 euros de travaux. Eh bien, nous allons appeler les travaux sur 3 séquences. 2021, nous allons appeler 30% du montant des travaux. 2022, on va appeler 40% du montant des travaux. Et 2023, on va appeler 30%. Donc, l'exemple d'un client qui a 10 000 euros aujourd'hui d'impôt, eh bien, quand on va appeler les travaux, on va appeler 45 000 en 2021, 60 000 en 2022, 45 000 en 2023. On va avoir un effet fiscal qui va être supérieur à l'impôt réel du client. On est à 13 500 euros, notamment pour la première année. Eh bien, que se passe-t-il? Eh bien, on ne paye pas d'impôt, évidemment, puisque nous l'avons supprimé. Mais au-delà de ça, on va avoir une somme qui va être reportable 3 années et qu'on va utiliser les années suivantes, donc 2024 et 2025. Voilà pour illustrer le fonctionnement du dispositif en tant que tel. Parfait. Alors, effectivement, qu'est-ce qu'on a comme ville sur lesquelles nous pouvons nous exprimer en Malraux? Vous avez ce qu'on appelle des villes prestige. Aix-en-Provence en fait partie, Saint-Germain-en-Laye, Versailles, une ville comme Strasbourg également, sur lesquelles nous sommes exprimés l'année dernière. Nous allons avoir des villes moyennes, qui sont des villes connectées, TGV, qui sont des villes comme Metz, comme Nancy, comme Avignon, sur lesquelles nous nous exprimons. Et puis, on a des petites villes qu'on va mettre en lumière, qui sont ces villes un peu satellites, qui sont des villes premières, qui sont autour de très grandes villes et qui ont bénéficié, en tous les cas, d'un regard un peu nouveau, surtout depuis, effectivement, cette situation un peu sanitaire, où on avait envie d'avoir un repli sur des villes petites, connectées, on a plus d'espace, on a des appartements plus grands, on a des logements plus agréables. Et donc, effectivement, on a mis en lumière l'année dernière une ville comme Auxerre, par exemple, qui est à un peu plus d'1h30 de Paris et qui a drainé, en tout cas, énormément d'intérêt, notamment pendant la période Covid, où, effectivement, à l'heure du télétravail, on a pu se replier sur ces villes moyennes très agréables et qui ont été mises en lumière et qui seront encore mises en lumière cette année et de plus en plus d'ailleurs dans les mois qui vont venir. Bon, mais vous savez, Thierry, que nos clients sont quand même, outre certaines personnes, sont plutôt attachés à investir quand même dans la région sud, puisqu'ils apprécient ce genre de choses. C'est un des éléments que je vous communique régulièrement. Donc, c'est quand même à souligner que Nîmes, Avignon et Aix-en-Provence ont quand même des zones sauvegardées. C'est important de le rappeler, puisque on a des clients qui ne sont pas attachés à la localisation, mais je pense qu'Avignon présentera peut-être un petit peu plus d'attrait pour certains de nos clients que Auxerre, malheureusement. Mais bon, c'était bien de le souligner. On réserve une surprise pour cette nouvelle année. Alors Bien, je vous propose de continuer sur le déficit foncier. Donc, il y a effectivement un dispositif, on va dire, de régime droit commun. Donc, on est hors plafonnement des niches.
Ce qui est intéressant, c'est qu'on va travailler à la fois sur la tranche marginale d'imposition et à la fois sur la CSG-RDS, puisque c'est ces deux éléments fiscaux qui vont impacter les revenus fonciers. Et donc, le fait de travailler sur effectivement ces revenus-là nous permet d'avoir une économie fiscale qui va être assez puissante, avec même un impact sur le revenu global, puisque quand on aligne les revenus fonciers, on peut même aller jusqu'à moins 10 700 sur le revenu global. Et puis surtout, quand on a trop de travaux qui dépassent effectivement ces fameux 10 700, ils ne sont pas perdus, puisqu'ils sont reportés à 10 années et ils vont avoir donc un effet fiscal très très long. Donc ça, c'est vraiment intéressant. C'est vrai que ce dispositif, qui n'est pas un dispositif en fait, qui est un régime de droit commun, revêt plusieurs intérêts, à savoir de ne pas perdre l'économie, de pouvoir impacter son revenu professionnel actuel, ce pendant la durée des travaux, et ensuite de pouvoir complètement annuler la fiscalité des revenus fonciers sur les 10 années à venir. Bon, pour ça, il faut bien calibrer l'investissement, mais c'est quelque chose qui est très important, d'autant que l'engagement locatif n'est que de 3 ans finalement. Absolument. Il faut respecter cet engagement que de 3 ans. Donc finalement, j'allais dire, si vous êtes d'accord avec moi, on a un effet fiscal qui est puissant contre finalement une obligation qui ne reste que assez légère, et on peut justement pouvoir envisager d'autres choses pour ce bien immobilier par la suite. Donc je trouve que ça a beaucoup d'intérêt. Tout à fait, et je vous le confirme, puisque en fait, quand on regarde, si on a une cote par travaux de l'ordre de 70% par exemple, et qu'on est dans une tranche à 30%, eh bien, il faut juste vous dire que 30% de votre investissement va être financé par l'impôt en tant que tel, ce qui est juste très important. Et effectivement, ces impacts-là, quand on est dans une tranche à 41 encore plus et à 45 en plus, effectivement, c'est quasiment la moitié de votre investissement qui est financé par l'impôt. Donc, vous voyez, on est vraiment sur une puissance fiscale extrêmement puissante. Donc, ça, c'est oui, c'est bien un petit exemple, c'est très important. Alors, petit exemple pour illustrer notre propos, c'est qu'effectivement, on reprend le même indicateur, c'est-à-dire qu'on a un investissement de 200 000 euros dans lequel on a 150 000 euros de travaux, et on va, pour simplifier, faire des dépenses travaux sur 3 séquences à raison de 50 000 euros par année. C'est simplement pour montrer je dirais l'exemple en fait. Oui, c'est linéaire, mais juste pour l'illustrer. Voilà, pour illustrer. Donc, effectivement, j'ai 15 000 euros de revenus fonciers, je déclenche 50 000 euros de travaux. Ces 50 000 euros de travaux vont à la fois éliminer donc, les 15 000 euros, mais ils vont également nous permettre d'aller en dessous des 10 000 euros en créant ce qu'on appelle un déficit. Donc, ce déficit va s'impacter sur le revenu global dans la limite de 10 700. Donc, on attaque à la fois les revenus fonciers, le revenu global, et ça va nous permettre de réaliser ce qu'on appelle une économie d'impôt. Donc là, on n'est pas dans la réduction, on est dans l'économie. Voilà. Donc, l'économie qui est liée à, les revenus fonciers qui sont impactés par la tranche marginale et la CSG-RDS. Et ensuite, quand on impacte le revenu global, on impacte la tranche marginale d'imposition. Et donc, simplement par cet effet fiscal, on va avoir une économie d'impôt de l'ordre de 13 000 euros dans l'exemple qui est ici. Mais comme on n'a pas consommé l'ensemble des travaux, eh bien, ce qui nous restera va être reportable pendant 10 ans. Et donc, on va avoir la même chose sur l'année suivante, idem sur l'année suivante, avec un élément très important, c'est qu'on va avoir un stock de travaux. C'est ça qui est important. Dans l'exemple, qui, ce stock, va continuer à agir. C'est-à-dire que quand bien même on a construit cet appartement et cet immeuble, on a fait les appels de fonds travaux, on va livrer. Donc là, la livraison va induire un revenu complémentaire foncier. Pour autant, effectivement, en utilisant la réserve de travaux pendant une certaine durée, eh bien, on va pouvoir avoir un effet fiscal qui va continuer jusqu'en 2028. Vous voyez, sur 7 années, enfin 8 années. Et donc, au cumul, on va avoir une économie de l'ordre de 80 000 euros, un peu plus, ce qui représente 41% de l'investissement immobilier dans l'exemple ici. Vous voyez, c'est très important. On est vraiment sur un impact extrêmement puissant. C'est très important parce que finalement, on se rend compte que même si peut-être le bien, on le paye un petit peu plus cher que le prix du marché, puisque bon, je vous ai pris quelques questions que nos clients nous disent souvent, mais finalement, déjà, ce qui est important de dire, c'est que on achète un immeuble, un appartement neuf dans un immeuble qui sera livré comme neuf. Donc ça, c'est très important.
parce que finalement, c'est complètement différent d'un investissement lambda que vous pourriez faire, à savoir l'immeuble est délabré, vous faites des travaux à l'intérieur, vous faites un bijou, c'est vrai, mais l'immeuble reste délabré. Vous pouvez avoir une fuite dans le toit, vous pouvez avoir des parties communes dégradées. Là, c'est vrai que lorsqu'on passe finalement avec le groupe CIR, le fait qu'on ait la totalité de l'immeuble qui soit rénové, bah déjà, on voit bien dans cet exemple que vous avez à l'écran qu'on ne perd absolument rien, que le coût de revient de l'appartement est bien moindre que finalement celui qu'on aurait pu avoir avec un autre immeuble lambda, et que surtout, bah, on a un effet fiscal qui perdure, puisque ce n'est pas juste un coup d'épée dans l'eau, si je puis dire, et qu'on a quand même ce cumul de déficit foncier qui va nous aider à obtenir un appartement de qualité dans un immeuble de qualité, et qui sera finalement avec un coût de revient qui sera largement inférieur à ce qu'on aurait pu envisager dans un premier temps. C'est vrai que quand on isole, en fait, pour faire un aparté sur le prix, il faut le comprendre. C'est-à-dire qu'on va acheter un foncier, d'accord, sur lequel, effectivement, l'avantage, c'est que nous, on va acheter l'immeuble en bloc. Donc, on va en faire bénéficier, je dirais, l'investisseur. Donc, qui achètera la part du foncier moins cher que s'il devait l'acheter en direct, son appartement derrière. Donc, ça, c'est déjà un premier point. Le deuxième point, c'est que si un investisseur achète un appartement et qu'il va faire ses travaux, il va faire à peu près 1 500 € de travaux pour arriver à avoir une prestation, je dirais, de notre qualité. Et quand on isole notre part travaux, quand on isole les fameux 60% de la part travaux, eh bien, au final, on est exactement dans le même équilibre budgétaire. Donc ça, c'est un point qui est important, bien évidemment. Là où on va être différent, on va apporter cette différence, c'est qu'on va soigner l'immeuble dans sa totalité, donc réhabiliter la toiture, on va effectivement réhabiliter la façade, on va réhabiliter l'ensemble des réseaux, parce qu'on repart à neuf, on va réhabiliter la cage d'escalier et on va effectivement parfois même installer, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un ascenseur. Et donc, on va repartir sur un immeuble neuf avec une décennie de majorage. Donc, la seule différence, je dirais, si j'ose dire, du prix, c'est qu'on va faire en une fois ce que l'investisseur qui aura acheté son appartement, qui aura fait la rénovation, va avoir dans les 10-15 prochaines années, parce que ça sera inéluctable. À un moment donné, il aura une façade à faire, à un moment donné, il aura une toiture à faire, à un moment donné, il aura des réseaux à faire, il aura des contraintes qui sont liées à l'entretien de la cage d'escalier, etc., etc. Donc, c'est simplement vous dire qu'on va faire ces mêmes travaux, on va les faire en une fois, avec un bureau d'études, avec des architectes, on va penser l'immeuble dans sa globalité, et effectivement, plutôt que de le faire au fur et à mesure par patch successifs, eh bien là, on va le penser dès le départ et effectivement, on va avoir cette approche-là. Donc au final, quand on intègre aussi les éléments fiscaux et qu'on regarde effectivement l'impact fiscal, eh bien le prix de revient de l'immeuble finalement va revenir effectivement à un niveau de lecture extrêmement intéressant au regard du marché global qu'on peut avoir sur l'ensemble immobilier neuf français. Alors, intéressant le monument historique, parce que c'est vrai que certains de nos clients nous interrogent souvent là-dessus. Moi, je trouve que c'est un dispositif, donc ça, c'est vraiment un régime de droit commun, c'est pareil. Mais alors, c'est un cas un peu plus, on va dire, discrétionnaire, puisque bien entendu, finalement, c'est le même principe que le déficit foncier. Bon, vous rentrez dans le détail et vous nous expliquerez en détail. Mais si je puis dire, il faut que la seule différence entre un déficit foncier et un monument historique, c'est qu'il faut que l'immeuble soit inscrit à la liste, alors soit supplémentaire des monuments historiques, soit directement soit un monument historique. Alors, ce n'est pas un monument historique qu'on visite, attention, c'est un monument historique, c'est un bâtiment qui est inscrit au registre des monuments historiques, mais qui va être donc avoir la possibilité d'être divisé en appartements et transformé en habitat. Donc, c'est finalement un déficit foncier, mais qui a un petit plus supplémentaire. Alors effectivement, déjà, il est inscrit au titre des monuments historiques. Donc, en France, on doit avoir 45 000 monuments pour 36 000 communes. 90% des monuments historiques sont des édifices religieux. Donc, vous voyez… Déjà, il nous en enlève beaucoup. Et donc, ensuite, quand vous regardez, on est confronté effectivement à des actifs qui sont extrêmement rares, compte tenu de notre positionnement. Il ne s'agit pas d'avoir un château dans la pampa qui ne peut pas effectivement amener
je dirais, du locatif, résidentiel, etc. Donc, on a effectivement, quand on commence à aligner les exigences du groupe CIR, qui sont en l'occurrence d'avoir un immeuble à dimension humaine, qui sont en l'occurrence d'avoir un immeuble de cœur de ville, dans une ville qui a du sens, qui nous paraît effectivement structurée et sur lequel on va avoir des belles perspectives, eh bien, au final, il reste très peu d'immeubles, parce qu'ensuite, il faut trouver un immeuble qui peut effectivement être transformé en habitat. Donc là encore, on rajoute une contrainte supplémentaire et puis on est étroitement lié avec des organisations aussi qui sont là pour défendre le patrimoine, les architectes des bâtiments de France, les affaires culturelles, les urbanistes de la ville. Donc, effectivement, ce sont des enjeux qui parfois, je dirais, nous dépassent, mais qui sont réels et dont il faut tenir compte dans le cadre je dirais, de l'offre, puisque en fait, ça reste une offre extrêmement rare, très confidentielle. Et donc, au même titre que nos clients, qui sont aussi des clients quelque part de niche, eh bien, on a aussi des édifices de niche. On va en avoir quelques-uns. Mais c'était important de le souligner parce que c'est vrai que parfois je discute avec vous qui nous écoutez et malheureusement, on n'a pas l'offre finalement dont on aurait besoin parce que ces bâtiments finalement sont très rares. Et si en plus on veut les avoir dans le sud, ils deviennent très, très rares. Donc je tenais quand même à dire pourquoi et merci Thierry de votre explication. On va peut-être montrer maintenant finalement ce qu'il y a de différent. Oui, alors en fait, quelque part, vous avez tout dit, Sophie, dans le sens où effectivement, c'est un super défi foncier, dans le sens où il n'y a pas de limite derrière, puisque les travaux, à l'image de ce que vous avez vu sur l'exemple du défi foncier, s'impactent en fait sur le revenu global, que vous ayez des revenus fonciers, que vous n'en ayez pas, bien évidemment. Et en fait, l'enjeu, c'est de travailler sur ce qu'on appelle les tranches. Quand vous êtes dans une tranche à 41 ou à 45, c'est de supprimer la fiscalité de la tranche, puisque c'est une tranche qui va représenter, dans bon nombre de cas, quasiment 60-70% de votre impôt. Et donc, en éliminant cette tranche-là, par le biais effectivement des travaux qui vont s'impacter, eh bien, vous éliminez la fiscalité qui est liée. Du coup, vous avez peut-être un petit exemple à nous montrer? Alors là, non, je n'ai pas préparé d'exemple. Mais effectivement, ce sera l'occasion pour vous de l'illustrer avec vos clients et effectivement de pouvoir vous exprimer dessus. La seule chose que je voudrais vous dire, c'est qu'on a un engagement locatif qui est de 3 ans, au même titre qu'effectivement le déficit foncier. Et puis, on a un engagement de détention qui est de 15 ans, qui commence à partir de la date d'achat derrière. Et donc, on a 3 ans à peu près d'appel à travaux. On livre aujourd'hui, les lancements d'aujourd'hui sont livrés fin 2023, par exemple. Et bien, à partir vous voyez, cette période, elle est comptabilisée dans les 15 ans, si j'ose dire. Donc, derrière, on a encore une douzaine d'années d'engagement locatif. Ce qu'on peut dire, c'est que ça reste plutôt des célibataires qui, effectivement, gagnent plus de 75 000 euros ou pour une tranche à 41, ou des couples qui sont à plus de 150 000 euros, notamment sur cette tranche de 41. Alors, je ne l'illustre pas sous forme d'exemple, mais on aura l'occasion, bien entendu, de vous accompagner sur ces éléments-là. Alors, très important, merci déjà pour ces précisions, je dois dire. Je voulais quand même revenir sur quelques détails parce que souvent les clients nous interrogent et c'est vrai qu'on se demande, alors la première question de nos clients, la première des questions de nos clients qui viennent de façon récurrente, c'est mais comment je vais faire ces travaux, comment je vais pouvoir les suivre? Donc là aussi, on a choisi CIR pour une raison bien particulière et je voulais vous laisser vous exprimer par rapport à ça. Très bien. Effectivement, alors c'est hyper important. On touche à des sujets qui sont importants. On fait les travaux, on a tous fait un petit peu à la maison. On a commencé un jour, on n'a peut-être pas fini. On a effectivement défini un budget qu'on n'a pas respecté. On a dépassé. Donc tous ces éléments-là, il faut en tenir compte. Donc c'est la raison pour laquelle on a mis en place ce qu'on appelle un pacte Selenium au niveau du groupe, avec une garantie financière déjà pour les clients qui ont investi, donc ça c'est très important. La deuxième chose, c'est qu'on a une garantie du respect des plannings, sinon on indemnise les clients à hauteur des loyers qu'ils auraient pu percevoir. Donc c'est bien de démarrer les travaux, c'est bien de définir. Donc définir dans les temps. Donc ça c'est important. Et puis le deuxième sujet effectivement qu'il faut mettre en lumière, c'est qu'on va avoir également des prix qui sont nets et définitifs pour les clients qui investissent, notamment au niveau des travaux. C'est important de rester dans le budget qui est défini. Donc, effectivement, quand on investit, on a un prix
ce prix-là, il est défini avec cette garantie de prix qui sera bien sûr respectée. Donc, je précise, si jamais, par exemple, parce que je l'ai vu sur un immeuble d'Avignon, finalement, au cours des travaux, vous découvrez qu'il y a une fresque derrière le mur et que finalement, ça engendre un délai supplémentaire et des travaux supplémentaires, le client n'a pas d'impact sur son prix. Absolument, je le confirme. Ouais. C'est l'engagement, effectivement, du pacte Cérenium. Et puis, c'est pas seulement ça, c'est aussi de se dire que l'investissement sur lequel j'investis, il est bien dédié à ce pourquoi il est destiné. C'est bien un investissement Malraux, c'est bien un historique, et ça c'est attesté effectivement par une société juridique et fiscale qui accompagne le client, qui va apporter cette garantie-là, qui va répondre également parfois aux interrogations de l'administration fiscale, pouvez-vous me justifier les travaux, etc. Donc ça fait partie de l'accompagnement du client, et chaque année, le client aussi recevra par le biais de la société juridique fiscale les éléments déclaratifs, bien sûr que vous pouvez vous accompagner, sur lequel vous allez avoir forcément un accompagnement, bien évidemment. Parce que le cabinet, bien entendu, utilise les supports qui sont transmis par Moyart pour avoir la possibilité d'aider les clients dans leur déclaration, puisqu'on les assiste pendant la durée de l'investissement et au-delà pour pouvoir faire leur déclaration fiscale correctement et bénéficier pleinement de leur avantage fiscal. Donc ça, c'est bien de le préciser. Et par rapport aux travaux ? Et par rapport aux travaux, c'est-à-dire que… Comment nos clients s'interrogent parfois, comment ils suivent leurs travaux ? Oui, c'est effectivement un élément important parce que pourquoi on a 72% des clients qui viennent voir leur immeuble ? Parce qu'on essaie de les intéresser à ce qu'on va faire, bien entendu. Et ça fait partie d'un parcours, d'un accompagnement. Une fois que, effectivement, au-delà des plaquettes commerciales qui sont à disposition du client, on va avoir ce qu'on appelle un passeport confiance qui va expliquer au client tout ce qui va se produire pendant toute cette phase où il a acheté son bien. Il va recevoir un magazine tous les trimestres dans lequel il y aura un reportage photo qui va lui montrer son immeuble, l'évolution des travaux, une prise de parole de l'architecte qui a fait un petit bilan du trimestre précédent et qui va faire quelque part le scénario du trimestre suivant. Vous allez avoir également une mise en lumière, bien entendu, de l'avancement des travaux, donc qui vont être compartimentés. Vous allez avoir un état d'avancement. Donc là aussi, c'est important de savoir où on en est, comment ça avance, quels sont les postes qui ont déjà été réalisés. Et puis, on va mettre en lumière aussi un certain nombre de métiers d'art, les ferronniers, les personnes qui interviennent notamment sur la pierre, par exemple, de manière à donner aussi de la compréhension à l'investisseur de tout le travail qui est un petit peu particulier sur ces édifices. Et puis, bien sûr, ce magazine est très important, c'est ce maintien en fait, de la relation. La remise des clés, c'est important. On écrit à nos clients en leur disant « Venez voir votre immeuble ». On passe un moment pour vous expliquer, faire un parcours avec effectivement une personne qui va vous expliquer comment les travaux ont été exécutés, quelles sont les difficultés auxquelles on a été confrontés, comment on les a résolus, etc., etc. Donc ça, c'est important. Et puis à la fin, une enquête de satisfaction très importante pour nous, c'est un baromètre. Ça nous donne un peu le sentiment du client final et bien entendu un album photo de l'immeuble, donc de manière à garder effectivement une trace de ce qui a été réalisé. Parfait. Et donc du coup, après, nos clients nous interrogent aussi parfois sur et comment on fait alors après si ce n'est pas par exemple à côté de chez nous pour le louer ? Alors déjà, effectivement, vous avez tout à l'heure soulevé le fait que vous aviez livré, vous avez eu un bien avec un locataire qui est arrivé rapidement. Donc on a, pour ça, on s'appuie à notre niveau sur une entité nationale, voire deux entités nationales qui sont très implantées, qui ont un maillage important, à l'image d'un partenaire comme Foncia ou comme Citia, qui sont sur l'ensemble du territoire, qui font un travail, bien évidemment, de préparation sur la partie locative, qui fait qu'on a une entrée extrêmement rapide des locataires sur nos immeubles, puisque 75% de l'immeuble est loué en moins de 3 semaines, en règle générale 3 semaines, un mois, et puis après ça s'étale effectivement sur 3 mois, on va être quasiment à 100% de l'immeuble loué, avec une entrée rapide des locataires. On est sur un rythme qui est 40 fois plus élevé que le parc moyen de chez Foncia. Donner cette entrée rapide, c'est très important, parce que c'est aussi un gage, quand on investit, de
de sécurité, je dirais, sur le plan locatif. Donc, du coup, finalement, du début à la fin, on peut avoir recours, alors ou pas, hein, c'est le client qui choisit. Alors, 70% des clients choisissent d'avoir cette relation et cet appui, en fait, sur le plan locatif. Alors, je pense que vous avez répondu très sincèrement à la totalité des questions que mes clients se posent en général et qu'ils me posent en général, mais je trouvais que c'était important que vous puissiez leur exprimer de vive voix. La dernière, finalement, petite question que j'ai envie de dire, c'est vous avez un petit peu des scoops à nous dévoiler pour cette année. Est-ce que vous avez le droit de nous dire un petit peu où on va lancer des immeubles pour pouvoir se positionner, très certainement? Alors, effectivement, donc c'est une année où on va avoir une offre assez intéressante. On va lancer 40 immeubles, donc vous voyez, on aura une activité qui va être assez importante, avec une stratégie, ce qu'on appelle une stratégie de ville. Donc il y en aura effectivement pour tous les investisseurs, dans le sens où on va mettre en lumière ces villes pépites, ces villes premières, qui sont ces fameuses villes qui sont autour de grandes villes. Alors tout à l'heure, je parlais du sud. Bien effectivement, on va mettre en lumière une ville comme Sommières, qui est à quelques kilomètres de Montpellier, à quelques kilomètres de Nîmes, entre les deux. Et effectivement, c'est une ville Malraux sur laquelle on va pouvoir s'exprimer cette année et qui va être intéressante parce qu'on va avoir des tickets d'entrée qui seront extrêmement faibles au final, avec des ratios de travaux qui seront extrêmement intéressants, extrêmement puissants, à l'image de ce qu'on a vécu sur Auxerre l'année dernière. On a dû démarrer des tickets en dessous de 200 000 € et des ratios de travaux qui étaient à plus de 90%, avec des effets fiscaux extrêmement puissants. Donc on est sur une offre qui va démarrer probablement autour de 150 000 160 000 €, en tout cas sur ces 1000 premiers. Donc avec un gros ratio de travaux, donc gros effets fiscaux. Ensuite, on va avoir cette gamme qui va tourner autour des villes connectées, TGV, des villes comme Avignon, des villes comme Nîmes, des villes comme Poitiers, Metz, Nancy, c'est des villes extrêmement intéressantes et qui effectivement sont connectées à 1h20 de Paris, ISO sur Strasbourg, on est à 3/4 d'heure de Luxembourg, donc qui ont des attractivités quand même assez puissantes et sur lesquelles on va avoir des budgets un peu médians, entre 200 et 400 000 € en moyenne, et des ratios de travaux qui sont de l'ordre de 70%. Et puis après, on aura des villes prestige qui seront en lumière, des villes comme Aix cette année, donc c'est un petit scoop, vous le gardez pour vous. Et puis des villes comme Nantes également, qu'on va mettre en lumière, des villes comme Antibes, avec effectivement des édifices majestueux. On va avoir donc cette gamme de villes prestige dans laquelle on va avoir des ratios de travaux sous l'ordre de 50%, 50-55, et des budgets qui seront entre 350 et 400 000 jusqu'à un peu plus, bien évidemment, sans donner de grandes limites. Mais voilà comment va s'orchestrer cette gamme. Et puis, bien entendu, toujours actable à 100% cette année, tout ce qu'on va lancer. Donc, effet fiscal cette année, donc ça va être très important. Et puis, on va également s'appuyer sur l'offre actuelle qui est existante, puisqu'nous avons quand même 130, 140 appartements sur différents dispositifs qui sont alimentés par les précédents lancements et qui sont alimentés aussi parfois par quelques retours de l'eau qui reviennent, qui sont de réelles opportunités pour se positionner. On a eu dernièrement un retour de l'eau sur Aix, on en a eu un autre sur Versailles, sur Saint-Germain-en-Laye, qui sont des villes prestige. Sur Avignon, on a eu quelques retours intéressants sur lesquels c'est une opportunité de se positionner, par exemple, mais aussi bien au niveau historique de la même façon. Donc là, voilà ce qu'on peut offrir à l'ensemble des clients. Et puis, comme je vous disais, nous allons lancer 40 immeubles cette année avec une actualité qui est assez intéressante, puisqu'on a démarré la semaine dernière avec une ville comme Bayonne. Donc quand on parle de ville qui a du sens, c'est une ville qui a du sens, qui sera bientôt reliée à Paris en TGV, avec un temps qui va se raccourcir en 2027. Vous avez une ville qui est extrêmement intéressante en termes de positionnement de l'immeuble, puisqu'on est en face des Halles de Bayonne. Vous êtes sur un immeuble à dimension humaine, puisqu'on n'a que 7 appartements, et effectivement, voilà avec un ratio de travaux qui est de l'ordre de 70%. Donc voilà l'image d'un immeuble dans un cœur de ville à dimension humaine, dans une ville qui effectivement a du sens, voilà, qu'on a pu lancer. Une ville comme Montpellier, beaucoup de sens Montpellier, et effectivement en déficit foncier. On a lancé un très très bel immeuble dans lequel on va faire 14 appartements. Quand je dis un immeuble, c'est une propriété, puisqu'elle fait 4000 m², un édifice, maison bourgeoise du 19e, et puis quelques dépendances, une piscine, enfin voilà, une petite histoire à raconter. Une ville comme Sète, que nous allons
mettre en lumière, sur lequel nous avons œuvré de nombreuses années. Et là, on va avoir un très très bel immeuble de 8 appartements de mémoire, dans lequel on aura des budgets assez intéressants. On va démarrer à 150 000 € en termes d'investissement en déficit foncier. Et puis, on aura d'autres villes, la ville de Sommières, qui est très intéressante. On va mettre en lumière, qui méritera quelques explications, mais c'est assez intéressant. Et puis, dans la gamme Prestige, on s'attend cette année à avoir effectivement une ville comme Nantes qui sera en lumière, une ville comme Aix qui sera de nouveau en lumière. Je vous l'ai dit, Antibes, et puis Nîmes, peut-être une petite surprise, puisqu'on aura probablement le dernier immeuble en face des arènes qui nous laissera rêver un peu. Et effectivement, voilà les petites merci. scoops. Merci pour ces scoops avant l'heure. Je tenais à vous remercier pour votre participation à ce rendez-vous expert. Je tenais aussi à vous signaler qu'on a respecté, alors peut-être c'est pas merveilleux au niveau de l'écran, mais c'est vrai que comme on essaie de respecter une distance entre nous deux pour les conditions sanitaires, on espère qu'on vous a intéressé, que ce webinaire répondra à vos questions et bien entendu, on reste à votre disposition si vous avez besoin de toute précision. Merci beaucoup. Merci.